Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur cette chaîne YouTube pour une vidéo de base sur les techniques du Foundation Paper Piecing ou le FPP, qui est une technique de patchwork qui permet de faire des motifs très figuratifs avec zéro précision de découpe des tissus et en utilisant beaucoup les chutes. Voilà, je vous montre un exemple ici de ce qu'on peut faire avec des blocs très différents. Vous voyez, on peut faire des motifs classiques de patchwork, un motif d'une maison, donc assez figuratif, ou encore ce plaid Alice au pays des merveilles, où on peut faire, vous voyez, le lapin, la robe. En fait, ça permet de faire des courbes et tout avec cette technique. En fait, à chaque fois, vous retrouverez le même principe de couture et vous serez capable de faire plein de patrons, y compris en anglais, parce qu'une fois qu'on a compris le principe, on n'a plus besoin de traduire le patron parce que les patrons papier, c'est toujours la même chose. Donc, aujourd'hui, je vous propose de faire un bloc qui s'appelle la chasse à l'oie sauvage, qui est un bloc qui sera comme ça. Et voilà, on peut tout à fait utiliser des chutes de tissu puisque vous voyez, chaque couleur utilise une toute petite partie de tissu. Donc le patron va se présenter comme ceci quand vous l'imprimez. Vous voyez, en fait, on a des pièces de papier sur lesquelles on va venir coudre directement les pièces de tissu. Et après, chaque pièce, on va les assembler ensemble pour faire le bloc final. Je vous montre quand les pièces sont découpées. Cela donne ceci. Et c'est cette pièce-là toute seule qu'on travaille. Et il y en a plusieurs pareilles. On le fait autant de fois que c'est nécessaire sur le patron. Et ensuite, en l'assemblant, le bloc apparaît. Alors, pour les outils indispensables et conseillés, très pratiques pour le FPP, en fait, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà dans vos affaires. Ça demande d'acheter très peu de matériel spécifique. Alors, avant toute chose, pour découper, ceux qui aiment un cutter rotatif ou des ciseaux, les deux sont possibles. Évidemment, si vous avez un cutter rotatif, un tapis de découpe. Moi, j'aime beaucoup celui-là et surtout pour le FPP, c'est un Olfa. En fait, il est très pratique parce que pour le FPP, on coupe une fois, on repose, on recoupe, on repose. Donc pour le côté sécurisé, celui-là, dès qu'on le lâche, il se referme. Et donc c'est pour ça que je l'aime bien. Mais n'importe quel cutter rotatif fonctionne. Je vous conseille surtout pour le FPP, par contre, de mettre une lame neuve au début de votre projet parce que ça use pas mal les lames. Donc cutter rotatif ou paire de ciseaux. Alors, un fer à repasser, il vous en faudra toujours pour la fin de votre ouvrage, mais au fur et à mesure, pour ouvrir les coutures, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le fer. Vous pouvez utiliser un petit outil en bois qui permet d'écraser les coutures, ou ceci qui est une roulette qui, pareil, permet d'ouvrir les coutures. Vous pouvez aussi le faire avec des baguettes chinoises ou même parfois avec les ongles. Voilà, ici aussi vous voyez sur ce petit outil, il y a ici un pan incliné biais qui fonctionne. Ce petit outil d'ailleurs c'est un poinçon et en fait vous verrez que c'est très pratique pour enlever, puisqu'en fait la technique du FPP c'est qu'on coud le tissu sur du papier et à la fin on enlève tous les petits papiers. Et en fait le fait d'avoir un poinçon, c'est très pratique pour enlever les papiers. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci qui est un poinçon Bayani, mais n'importe quel poinçon de couture fonctionne. Ensuite, pour assembler ensemble les pièces, une fois que les tissus seront dessus, il vous faut un combo des épingles et des petites pinces crocodiles. En fait, des épingles qui permettront d'avoir de la précision. Moi, j'aime beaucoup celles de chez Bohin parce qu'elles ont des têtes en verre. Donc, si jamais on a besoin de repasser alors qu'il y a des épingles, les têtes ne fondent pas. Et puis, les petites pinces crocodiles, pas crocodile ou pinces magiques, je crois, on les trouve à peu près partout en mercerie. Voilà. Ensuite, en fil, vous pouvez utiliser n'importe quel fil. Mais moi, j'ai découvert le fil Decobob de Wonderfil, qui est un fil très fin, qui est du polycoton.
et qui est très solide mais très fin. Vous verrez que comme on coud plusieurs épaisseurs ensemble, ça permet de minimiser les épaisseurs. Et c'est vrai que je l'ai découvert à Nantes grâce à Veroushka et c'est un vrai... voilà, c'est très très agréable à utiliser. Mais le fil de couture quand on fait le FPP ne se voit pas puisque on coud endroit contre endroit et après on ouvre les coutures, donc il ne se voit pas, donc peu importe la couleur. Pour le papier, on pose souvent la question. En fait, vous pouvez soit utiliser du papier à imprimante tout à fait normal, voyez, où on imprime comme ça les pièces, soit un papier spécial. Vous voyez, celui-là il est un peu plus gris. En fait, c'est un papier qui est plus léger. Vous voyez, qui est plus léger, c'est comme un papier qui fait 70 grammes. On peut l'acheter en grosse rame si vous prenez la qualité de papier, à partir de fibres recyclées, ça donne ce genre de papier. Ici, c'est un papier spécial qui s'appelle du Foundation Paper que j'ai trouvé chez Rascol. Et c'est très pratique parce que vous verrez qu'à la fin, quand on décroche tous les petits papiers, c'est bien si c'est du papier qui n'est pas très solide, ça permet de les enlever plus facilement. Mais avec du papier normal, ça fonctionne aussi très bien. La seule chose que je vous conseille vraiment d'acheter, qui coûte une vingtaine d'euros, c'est ce petit kit de règles qui est vendu par deux, qui s'appelle Add a Quarter Plus. En fait, ce sont des règles pour ajouter une marge de couture de 1/4 inch. Si vous voyez ici, voilà, si vous voyez, en fait, il y a comme une petite marche au bout de la règle. De ce côté-là, c'est plus fin, et de ce côté-là, il y a une petite marche qui permet de rajouter 1/4 inch et de couper au bon endroit. Voilà, c'est vendu par deux. Il y en a une petite pour les petites pièces et une plus grande pour les grandes pièces. On utilise surtout celle-là, mais de toute façon, c'est vendu par deux. Mais après, vous pouvez tout à fait le faire avec une règle normale. Un autre élément pratiquement indispensable, je dirais, mais tout le monde ne l'utilise pas, un stylo de colle textile temporaire qui est, voyez, qui est rétractable et qui se recharge. Il y en a chez Boin, il y en a dans plusieurs marques textiles. Je vous montrerai tout à l'heure. En fait, on l'utilise assez peu, mais moi je trouve que c'est assez pratique, surtout pour commencer, pour coller la première pièce. Voilà pour le matériel. Alors, pour les tissus, pour le FPP, ce qui est extra, c'est qu'on peut utiliser beaucoup de chutes de tissu. En fait, même des chutes très petites, parce que si vous regardez, par exemple sur cette pièce, en fait, on constate que les zones de tissu sont assez petites. Il faudra juste que la pièce dépasse un petit peu de chaque dessin, d'environ 1/4 inch. Mais en réalité, du coup, ça permet d'utiliser vraiment des chutes de tissu. Surtout que vous pouvez faire des projets tout petits, utiliser un seul motif pour par exemple le mettre sur une trousse ou sur un coussin. Donc c'est une technique qui est très très bien pour utiliser les chutes. Si vous faites un plus grand projet, comme celui-ci par exemple, vous pouvez tout à fait utiliser les chutes pour certaines couleurs. En revanche, voilà, moi je vous conseille d'avoir du métrage pour notamment faire les fonds, pour avoir une uniformité. Donc par exemple, sur des patrons, vous allez même avoir des quantités indicatives pour chaque tissu nécessaire. Surtout, on va vous donner combien de couleurs différentes il vous faut et des métrages approximatifs. Ce qui fonctionne très bien, c'est aussi d'avoir des fat quarters pour une couleur ou une autre. Moi, sur un gros projet, ce que je vous conseille, parce qu'on ne prend pas toujours les mêmes couleurs que celles du patron, c'est de coller en face un petit échantillon pour voir. Vous allez retrouver un sigle qui vous indique en réalité si c'est le tissu 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que quand vous imprimez comme ça, la couleur de l'imprimante ne ressort pas forcément comme la couleur du tissu que vous allez mettre. Si vous faites un fond qui n'est pas rose mais qui est plutôt bleu, en fait ce qu'il faut c'est repérer les sigles et trouver les équivalences. Donc pour un gros projet où il vous faut des métrages de tissu, en fait ce que je vous conseille, que ce soit un fat quarter ou un métrage de tissu, c'est en fait de couper à l'avance. C'est les seules choses, mais qui ne demandent aucune précision, c'est de couper des bandes, d'avoir en avance des bandes de cette taille-là que vous pouvez pendre à côté de vous, ou poser à côté de vous. Vous pouvez même étiqueter pour vous rappeler que ça c'est le tissu 1,
Ça, c'est le tissu 2, comme ça vous vous repérez. Et en fait, régulièrement, par exemple, pour ce bloc-là, régulièrement, vous recoupez des carrés, mais ça n'a pas du tout besoin d'être précis. En fait, vous les recoupez et comme ça, vous allez le voir plus tard. Mais voilà, je vous conseille en préparation de couper des longues bandes, ou vous voyez comme ça, en fonction des tissus que vous avez. Et ça vous permet, après, très facilement, de juste recouper un carré et d'utiliser celui-là, de le manipuler. Voilà pour la préparation des tissus, et vous pouvez les repasser pour éviter les plis, mais vous allez voir qu'on repasse quand même beaucoup, donc normalement on n'utilise pas des grandes surfaces, donc les plis ne se marquent pas. Concernant les tissus, on peut utiliser pratiquement n'importe quel tissu. Comme toujours, c'est quand même mieux d'avoir des tissus de même qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tissus spécial patchwork unis n'ont pas d'endroit et d'envers, ce qui est très très pratique pour le FPP, surtout pour commencer. Mais vous pouvez utiliser des tissus à motifs avec l'endroit et l'envers. Vous verrez, une fois qu'on a compris le principe, on ne se pose plus la question. C'est comme n'importe quelle couture, en fait, on va coudre et se débrouiller pour que les motifs soient endroit contre endroit, les tissus soient endroit contre endroit. Donc vous allez voir qu'on le comprend très vite. Mais c'est vrai que pour commencer, je vous conseille de prendre des tissus unis. Donc vous allez imprimer vos motifs de patron pour assembler après votre bloc. Attention, on l'imprime bien en 100% pour être sûr d'avoir la bonne taille. Et une fois qu'on a imprimé son papier, on le découpe en suivant, si vous voyez, à l'extérieur, il y a des lignes pointillées qui sont en fait les lignes de bord de pièce. Donc là, on coupe sur les pointillés, ça n'a pas besoin d'être précis. La seule chose qui sera précise dans cette technique, ça sera la couture droite sur la ligne noire. C'est la seule chose qui a besoin d'être précise. Donc sur les pièces qui sont totalement unies, en fait, ça vous indique qu'il faudra une pièce de tissu de cette taille-là. Donc c'est pareil, elle n'a pas besoin d'être très précise du moment que votre pièce de papier rentre absolument entièrement sur une pièce de tissu. Vous pouvez juste la couper grossièrement autour et l'épingler ou la coller avec un point de colle provisoire. Ensuite, voilà, vous allez voir que le principe, c'est que sur chaque zone de couleur, vous allez avoir une lettre et un numéro. Alors la lettre, par exemple ici, nous sommes sur la pièce A et vous allez voir qu'il y a A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. En fait, A, c'est qu'on est sur la pièce entière qui s'appelle A. Et les chiffres, c'est l'ordre dans lequel on va rajouter les morceaux de tissu d'une couleur ou d'une autre. Donc on commence par A1 et on l'assemble d'abord avec A2. Ensuite on ouvre. Ensuite, une fois qu'on a ce A1, A2, on va rajouter A3, etc. ainsi de suite. Les petits pictos que moi j'ai rajoutés, c'est pour s'y retrouver dans ces couleurs, parce que vous voyez à l'impression, pour pas non plus aussi gaspiller de l'encre, on n'a pas besoin de faire une impression couleur grande qualité. Mais donc pour être sûr, là on voit bien que ces deux pièces-là, donc par exemple A3 et A4, sont avec le petit picto prune, donc ça va être le même tissu, en l'occurrence c'est simple, qui sera prune. Ce picto-là, cette pièce-là A5 sera couleur chocolat. En fait, c'est pour vous repérer, parce que c'est ça qui donne après le dessin et la gradation des tissus. Vous voyez, on suit le picto pour mettre le même tissu. Donc voilà, maintenant que vous avez découpé vos papiers, que vous avez vos tissus à portée de main, je vous montre à la machine comment on s'installe. Voilà pour les tissus et le matériel. Je vous retrouve à la machine à coudre pour commencer avec cette technique. Alors, voyez l'espace de travail, comment il est organisé. Bon, moi j'ai une machine, une piqueuse plate qui est sur un châssis, sur une table. Mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, sur le côté de la machine, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de place. Parce qu'on garde vraiment à portée de main, parce qu'on va coudre, couper sur le tapis, coudre, couper sur le tapis, ouvrir les coutures.
Donc ça va très vite. Et par contre, on garde surtout une poubelle parce qu'il va y avoir beaucoup de petits bouts de papier et de tissu. Mais voilà, pas besoin de plus de place que ça. Moi, j'ai un petit élément supplémentaire que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. J'ai une petite éponge qui est une éponge sèche qui permet de nettoyer bien sa planche quand on trouve que c'est trop sale. Hop, ça enlève les fils, ça enlève les morceaux de papier et hop, direct dans la poubelle avant de continuer. Voilà, c'est juste que ça demande et un peu d'organisation pour faire une pièce par une pièce et ne pas se tromper. Alors, nous voilà près de la machine pour coudre ce bloc. Ici, j'ai donc découpé toutes mes pièces de papier. Je les ai regroupées par sorte parce qu'en définitive, sur ce bloc-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de blocs qui sont les mêmes. Donc ceux-là, il y en a 4 pareils. Donc on va les faire à la chaîne. Là, il y a 4 triangles du même tissu et un carré tout seul qui est assez simple. Donc on va d'abord commencer, on fait toujours les plus grosses, les pièces qui demandent les plus grandes pièces de tissu en premier. Donc là, on va d'abord commencer par quelque chose de très simple, c'est de mettre le tissu sur ces pièces en papier. Alors en FPP, on travaille sur le dos, c'est-à-dire que vous allez voir le dessus avec les numéros et tout ça, et le tissu va être apposé et cousu après au dos. Donc ici, on va le faire en premier puisque ce sont des pièces plus grandes. Il se trouve que moi, j'utilise un faux uni qui a donc un envers et un endroit. Mais si vous utilisez un uni, il n'y a aucun envers, aucun endroit. Comme il y a un envers et un endroit, moi je le pose en droit sur le dessous et je vais mettre ma pièce avec le numéro au-dessus. Là, il n'y a pas de couture à faire, donc on va faire assez simple. On va même les mettre comme ça. Et c'est là où le stylo colle intervient. On met juste un petit point de colle. C'est de la colle qui après s'en va, qui est temporaire mais qui colle quand même bien. Donc on fait comme ça. Et en fait, il se trouve que là, il y en a 4. Donc je peux même continuer. Voilà, mettre mes 4 pièces. Et ici, donc c'est là où on peut le faire avec les ciseaux ou avec la règle. Je prends ma règle, la grande règle côté large. Vous allez voir qu'il y a un côté, l'endroit où l'écriture est à l'endroit qui est complètement plat. Donc c'est celle qu'on pose pour couper sur la table. Et là, on ouvre son cutter et on coupe toutes les pièces. Donc là, vous voyez, j'ai coupé, je coupe pas le papier en même temps, mais je coupe bien à ras des bords du papier. Là, je peux faire d'ailleurs comme ça. Vous voyez, l'avantage, c'est qu'on coupe un tout petit peu et là, on ouvre, on ferme. Donc là, vous voyez, j'ai mes 2. Je le fais bien au bord. Donc ce sont les seules pièces, là, les pièces unies, mais il y en a pas souvent. Mais ce sont les seules pièces qu'on coupe comme ça en avance. Sinon, vous allez voir qu'on fait au fur et à mesure. Je n'ai pas besoin d'être hyper précis. Encore une fois, ce qui comptera, c'est la couture quand on va les assembler. Donc là, voilà. Et je vais faire mes 4 et je vous retrouve. Donc là, j'ai bien mes 4 triangles avec juste un point de colle et mon tissu envers vers moi et endroit de l'autre côté. J'ai mes 4 triangles et mon carré. Là, il n'y avait aucune difficulté. Alors, ensuite, je vais prendre donc mes pièces. C'est pareil, je vais devoir le faire 4 fois, mais je vais d'abord commencer par une. Donc, je prends cette pièce-là et comme je vous disais, je vois qu'il y a C1, C2, C3, C4, C5, l'ordre dans lequel on va le faire. Donc on commence par C1. Je vois que C1, il n'y a pas de picto, donc c'est le tissu blanc ou le tissu de fond. Donc de la même façon, en fait, c'est là où j'ai subdivisé en longue bande et puis là maintenant en rectangle. Je vais d'abord
je vais marquer le pli entre C1 et C2 avec ma petite règle. Et c'est là où les côtés de cette règle interviennent. Regardez, là, c'est plus fin que là. Donc, ce côté-là, on le pose entre C1 et C2. On le pose bien sur la ligne noire. Et là, on replie tout simplement le papier. Et c'est là qu'on voit la taille que va faire C1. Et donc, c'est à partir de ça que sur mon papier, sur mon tissu, je vais utiliser, là je vois, en fait il faut que mon tissu recouvre bien tout C1, et si ça dépasse un peu, c'est encore mieux. Donc il faut que ça, sur l'extérieur, que ça couvre bien le papier, et à l'endroit de la pliure, il faut être sûr que j'ai du tissu en plus. Donc là pour l'instant je l'ai, sans problème, je ne vais pas le couper pour l'instant. Juste pour la première, je colle la première pièce. Et là, je vois que ça rentre dans un angle. Alors, là, j'ai juste collé pour avoir C1 et je mets ma colle à part. Maintenant, je prends la pièce et j'ouvre le papier puisque j'avais bien marqué le pli. Et c'est là que je prends ma règle avec la petite marche qui est ici. Et je la mets côté. Je fais glisser pour avoir juste la petite marque qui sort du pli du papier. Et là, je vais pouvoir couper et j'ai ma marge de couture d'1/4 inch dans le tissu qui est formé. Et là, ça, je le garde. Et j'ai ma première pièce, C1, le tissu qui dépasse un tout petit peu du papier. Ensuite, je rouvre, je regarde C2 que je vais mettre. Il fait à peu près, là c'est assez simple comme motif, il fait la même taille. Donc C2, ici je vois le petit picto, c'est une bûche, donc c'est le tissu le plus foncé. Donc je vais prendre mon tissu qui est le plus foncé. Là j'ai un bout qui n'est pas immense, mais c'est bien si on peut le subdiviser de manière grossière. Donc je le pose. Et là ce que je veux, c'est être sûr, une fois de plus, que mon C2 que je vois un peu en transparence va bien être couvert de tissu. Donc je pose ma pièce ici, j'aligne au bord, c'est souvent ce qu'il y a de plus simple, la première pièce, et ici en fait elle se superpose pratiquement. Et si je regarde, j'ai bien du tissu de la bûche, le tissu foncé qui dépasse un peu partout. Donc je rouvre. Et là, je vois que ça va être, quand je referme sur lui-même le papier, je vois que je vais bien avoir C2 qui va être de la bonne taille. Donc là, si je veux, j'épingle. Je ne suis pas obligée. J'épingle, si je veux être sûre. Surtout pour le premier, c'est pas mal. J'ouvre mon papier. Donc j'ai d'un côté mes tissus endroit contre endroit, de l'autre côté mon papier que j'ai ouvert. Et c'est là que je vais commencer la couture. Alors, pour le FPP, la seule chose à faire, c'est de faire des points plus serrés. Parce que comme ça, vous verrez que quand on découpe les petits papiers, eh ben, ils s'enlèvent plus facilement. Donc c'est juste ça. Donc là, je le mets sous mon pied de couture et j'aligne bien. Et je vais coudre en fait sur la ligne noire qui est entre C1 et C2. Et il n'y a aucune difficulté. Je ne fais pas de point d'arrêt, ça n'est pas la peine. Et je couds bord à bord d'une extrémité à l'autre, surtout quand on est là au tout début. Voilà, je couds. Et je coupe mon fil. Voilà. Là, je peux enlever mon épingle. Vous voyez, la seule précision qu'il y a besoin, c'est sur la ligne imprimée. Si je replie, je vois bien que j'ai mes deux qui dépassent. Et c'est là où c'est magique. Je vais retourner et c'est ça qui commence à former le dessin. Donc là, j'ouvre et c'est ici que soit je le fais au fer à repasser, mais c'est pas nécessaire pour l'instant. Et je le fais comme ça, j'ouvre, j'aplatis bien. En fait, ça casse la fibre et ça aplatit.
Si je veux, je me lève et je vais à mon frère repasser, ou j'ai un petit plan de ce côté et je peux repasser. Je retourne et là je vois bien que mon tissu marron foncé est bien partout sur le papier. Là, on va faire la même chose entre C2 et C3. Donc, je prends ma règle côté fin, je la pose sur la ligne entre C2 et C3 et je plie mon tissu. Je plie mon papier, pardon. Je plie mon papier. Ma règle, je l'ai utilisée là pour plier. Je la mets comme ça pour utiliser le petit trottoir de la marge de couture. Je le pose sur le papier. Et là, c'est pareil. Je vais couper le long. C'est là aussi où on peut prendre la grande quand on a envie. Quand on trouve qu'il y a plus de place. Là, je pose. Je prends mon cutter. D'où, à chaque fois, c'est juste une petite couture. Et là, j'ai bien ma première pièce. J'ouvre mon papier, je regarde à peu près de la taille que va faire C3. C3, c'est le petit picto de la prune. Donc ici, c'est mon tissu prune. Donc là, à chaque fois, j'enlève. Vous voyez, je nettoie un peu. Je débarrasse mon plan. Et là, j'utilise... Ça, c'est un peu grand. Donc, je fais à l'œil. Je vais utiliser ça. Alors... J'ai marqué la pliure sur le papier, je plie, je regarde, j'aligne ici, comme ça on n'a pas besoin de recouper pour être bien aligné. Je vois que la partie repliée du papier qui représente ces trois va être bien recouverte par le tissu en dessous. Donc si je veux, je mets une épingle, mais pas obligé. Je rouvre mon papier, je me mets sous ma machine. Et là, je marque ma couture sur la ligne entre C2 et C3. Quand c'est à l'intérieur du motif et qu'il va y avoir des lignes qui vont se croiser, j'arrête la couture pile au bout de la ligne noire. Voilà. Ici, je retourne, j'ouvre, j'écrase ma couture ouverte. Et là, on voit le motif qui commence à se dessiner. Je retourne comme ça. Avec ma règle, ici, je vais recouper parce que ça va être plus simple. Entre C3 et C5, mais c'est surtout comme ça. On voit que ça n'a pas besoin de dépasser. Hop, dans l'autre sens, le petit trottoir. Et je recoupe tout. Ça, je range. Ici, je peux aussi... utiliser pour retailler au fur et à mesure ou à la fin. Voilà. Et là, je vais faire, j'ai fait C1, C2, C3. Je vais faire C4. Donc, je plie le papier entre C2 et C4. Voilà. Là, ma pièce précédente dépasse, donc je peux la retailler pour enlever le surplus. Voilà. Là, C4, c'est à nouveau de la prune, donc je reprends mon tissu. Alors, dans n'importe quel sens, hein, je case à peu près là où je vois, je repère. Et on peut soit aligner ici, soit si on trouve que la... Enfin, voilà, on aligne ici. Après, vous allez trouver votre petit système pour avoir... Et on garde toujours, quand on coud, les tissus à gauche et le papier à droite. C'est un réflexe, c'est plus simple de toujours être au même endroit. Je commence au début de la ligne noire et je vais jusqu'au bout. Et là, pareil, j'ouvre. J'ouvre ici, toujours avec le bord un quart de inch. Là, j'ouvre mon papier, je retaille bien pour que ça soit propre.
Et voilà, j'ai mon premier vol-doigt qui apparaît. Et je vais continuer maintenant. Je vais faire ces 5. J'avais déjà plié le papier tout à l'heure, donc ça me sert aussi parce que du coup, c'est toujours... enfin voilà, ça sert. Là, ces 5, c'est le picto du chocolat. Donc, de manière très très intuitive, c'est le tissu couleur chocolat. Voilà, pareil, je l'aligne. Hop. Je maintiens. J'ouvre. J'ouvre ici. J'appuie ma couture. Vous voyez, là ça dépasse beaucoup donc je coupe, mais ici pour l'instant je ne suis pas obligée. Et je continue toujours, après ces 5 je fais ces 6, je replie le papier. Je retaille ce qui dépasse. Je mets mon tissu, ici c'est assez simple parce que celui du bord c'est toujours le prune. J'aligne, je couds. Vous voyez là, j'ai cousu, c'est ici que ça dépasse un peu. Donc une fois que je vais placer mon tissu, je peux aussi retailler cette partie-là pour que la partie de marge de couture soit pas trop épaisse. Mais voilà, c'est toujours le même geste. Et grâce à ça, on va arriver tout au bout. Et voilà ma pièce. J'ai fait exprès de ne pas tailler au fur et à mesure sur les côtés. Mais vous voyez, voilà ma pièce. Et en fait, on voit bien que ce qui compte, ce sont les coutures sur les traits noirs du papier. En fait, ça fait vraiment une précision. Et après, bon, ça sera dans l'assemblage. Donc là, je recoupe les bords pour bien égaliser. C'est là où vous voyez que ça fait plein de petits papiers. Donc, je vais d'abord, avec ma grande règle du bon côté, j'égalise les bords. Voilà. Oui, je fais attention parce que parfois les papiers se... Le mieux même, c'est d'égaliser complètement les bords de chaque bloc une fois que vous avez donné un bon coup de fer. Et voilà, je vais donner un bon coup de fer là-dessus, faire les 3 autres et après on se retrouvera pour l'assemblage. Mais avant tout, je prends ma petite éponge ou ma règle, ma poubelle près de la table et hop, ça sont des morceaux qu'on pourrait garder mais qui sont vraiment très petits et ceux-là encore moins parce qu'ils sont biscornus. Donc selon votre patron, vous verrez, parfois on peut avoir l'utilité de ces morceaux-là, mais pas sur celui-ci. Donc quand même, on va pas s'embêter avec... Voilà. Et du coup, regardez, mon plan de travail est tout propre.
Voilà. Je vous retrouve une fois que j'aurai fait tous mes blocs, différents, c'est-à-dire A, B, C, D, F, G, voilà, et pour assembler. Je vous montre quelque chose je suis en train de faire le deuxième bloc. Vous voyez, j'ai mis mon rectangle du premier tissu avec le motif vers l'extérieur. Et j'ai trouvé une petite chute de tissu qui a l'air d'être de la même taille que la première couleur. Et en fait, si on les superpose, on se rend compte que c'est de la même taille, mais il y a vraiment très peu de marge. Donc c'est un petit peu risqué. Donc je vais plutôt prendre un morceau plus grand, quitte à le retailler. Parce qu'après, c'est là où on fait des erreurs et où en fait le tissu ne couvre pas assez la surface. Bon là c'est pas le cas, mais admettons si par exemple tout le reste de cette pièce là était uni d'une seule couleur, c'est-à-dire un grand morceau après un morceau plus petit ou un morceau biscornu. En fait on se demande parfois comment placer le tissu en dessous. Ce qu'il faut, c'est que vous pliez bien le papier sur lui-même, et en fait si on regarde sur ce grand morceau rectangulaire, ce qu'on veut, c'est que la partie rectangulaire du papier, une fois repliée, soit vraiment comme le tissu. C'est-à-dire que si on le met comme ça, dans ce sens-là, et que le papier dépasse, le tissu, une fois qu'on rouvre le tissu et qu'on rouvre le papier, on voit bien que ça ne correspondra pas. Donc ce qui compte, là par exemple, ça serait de le mettre dans ce sens-là. Évidemment, quand on l'ouvre, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de tissu puisque le tissu ne part pas sous le papier. Mais il faut se rappeler que quand on va coudre, je vais le faire d'ailleurs ici, et je recouperai. Voilà. Quand on va coudre, ce qui compte, c'est que quand on va ouvrir la couture en dessous, c'est que le papier soit sur le tissu. Donc vous avez bien compris, en fait, quand vous placez votre tissu, que le papier est replié au début, il doit s'aligner parce qu'après, en fait, on ouvre les deux, ils seront à nouveau alignés. C'est comme ça qu'on fait quand on a des grandes pièces longitudinales, et parce qu'on pourrait avoir le cas avec même une couture qui est de biais. Et ce qui compte, c'est que le papier replié soit bien superposé avec un tissu de la même taille. Voilà, j'ai fait les 4 pièces. Je vous montre volontairement en laissant dépasser. Là, j'ai bien repassé, pressé sans déformer. Et voilà, et si on regarde, en fait, le dos, c'est exprès. Je ne me suis pas embêtée à tailler précisément. Et là, maintenant que tout est bien repassé sur chaque pièce, c'est là que je vais bien tailler les bords. Donc, je me mets comme ça. J'utilise la grande, bien posée à plat. Et puis, comme toujours, de soit vers l'extérieur, surtout pour ne pas que ça soit dangereux. Voilà, je me retrouve maintenant avec toutes mes pièces qui sont formées. Je vais en fait les mettre sur l'envers. Et comme ça, vous allez voir que dans les instructions, en fait, on retrouve l'ordre d'assemblage. A, B, A, B, C, D, E, voilà, comme ça. Et on va retrouver, voilà. Bon, celui-là, il est assez simple, en fait, elles sont quand même très interchangeables. Et là, si on retourne, voilà, on a le bloc qui se forme sous nos yeux. Vous voyez à l'avance ce que ça va donner. Mais c'est vrai que ce qui compte, c'est de regarder les lettres. Et donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord assembler ces 3 ensemble, ensuite ces 3 et ces 3. Alors, pour l'assemblage, en fait, dans les patrons de FPP,
À chaque fois, on va vous les donner pour refaire des zones assemblées. Donc ici, il faudra par exemple assembler la pièce G avec la pièce A avec la pièce I, ça fait un nouveau bloc. Ensuite, la pièce C, E et D ensemble, ça fait un nouveau bloc dans cet ordre-là. Et après, la pièce H, F, J dans cet ordre-là. Donc je vais d'abord vous montrer comment on assemble 2 par 2. Donc ici, on voit par exemple qu'il faut faire C, E et D. Alors on va prendre la pièce C et la pièce E. C'est vrai que c'est pas mal de les mettre devant vous pour voir dans quel sens c'est. Et en fait, vous les attrapez et en fait, on va devoir les mettre ensemble et les coudre ici. Donc en fait, c'est là où va intervenir les épingles à point de fil et les pinces magiques. Alors d'abord avec les épingles, donc vous voyez qu'ici on a bien l'angle d'un côté et de l'autre. On essaye d'aligner au maximum, déjà comme ça à vue d'œil, et en fait avec son épingle fine, on va piquer très précisément à l'angle du papier d'un côté, et on regarde de l'autre côté si ça sort. Là moi c'est tombé au bon endroit. Et donc je laisse mon épingle comme ça, perpendiculaire à mon sandwich, on va dire. Je fais la même chose à l'autre bout, à l'autre angle de cette pièce, de la pièce E. Quand je transperce, là je vois que je ne suis pas exactement dessus, donc je bouge la pièce C pour être le plus possible planté dans l'angle. Et là, en gardant avec mes doigts, en mettant bien droit mes épingles bien perpendiculaires, c'est là où mes pièces sont bien alignées. Donc je les tiens comme ça, je prends une petite pince magique et là je maintiens une et l'autre juste à côté de l'épingle et j'enlève l'épingle. En fait ici, si je n'avais pas fait la pièce magique, la pince magique, si j'avais piqué comme ça et après repiquer avec mon épingle comme ceci pour maintenir, j'aurais probablement décalé une pièce sur l'autre et c'est ça qui n'aurait pas fait l'alignement. C'est pour ça qu'on le fait en gardant l'épingle bien droite à l'endroit où elle est piquée, pareil de l'autre côté, et qu'après on pince avec les pinces. Ça permet de ne pas faire glisser les pièces et de les maintenir, et c'est comme ceci que l'on va coudre à nouveau sur la ligne noire. Alors ici c'est vrai que cette pièce là elle est toute blanche, elle est simple, il n'y a pas de forme, donc il n'y a pas d'alignement, mais on aurait pu avoir par exemple à assembler ces deux pièces ensemble où il faudrait que vraiment ce soit très aligné. Et en fait ici ce qu'on aurait fait c'est que on aurait aligné d'abord dans les angles, et ici en fait après on aurait piqué une épingle ici et de l'autre côté pour que ça soit parfaitement aligné, et on aurait mis une pince et on aurait fait ça à chaque croisement, et c'est ce qui aurait garanti qu'une fois qu'on ouvre ça aurait été aligné. Voilà, c'est ça le secret en fait, c'est les épingles et les pinces crocodiles. Donc là je vais d'abord faire cette pièce, aucune difficulté. Arrivé à ce stade, on peut faire un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin pour que ça maintienne, et on enlève les pinces au fur et à mesure. On suit bien la ligne noire et voilà. Et là, je suis bien allée sur la ligne noire. J'aurais pu aussi en mettre une en cours de route. C'est vrai que là, comme c'est une petite pièce, on peut faire aussi au milieu pour qu'en fait, ici, c'est ça qui compte. C'est l'alignement de la pointe. Et on voit que la pointe est on point, comme on dit. Là, une fois qu'on ouvre, on peut commencer à enlever les papiers. Déjà, on replie le papier de la marge de couture. On n'en aura plus besoin. Et on l'enlève. Et c'est là où... Vous entendez le petit bruit, on l'enlève d'un côté, on enlève de l'autre. Pour l'instant, on n'enlève que les petits papiers de marge de couture. Voilà. Et on peut aussi enlever
les papiers qui sont déjà entourés de lignes de couture. Donc là, en l'occurrence, ce petit papier-là qui est C11, celui-là, je peux l'enlever, de même que C8, C5. En fait, les papiers qui sont entourés de 3 coutures, qui sont fermés, on peut les enlever. Et c'est là que le poinçon intervient, parce qu'avec une épingle, on traverserait le tissu, mais avec le poinçon, on peut soulever très légèrement, mais on ne peut pas traverser le tissu. Et là, vous pouvez faire craquer un peu la couture, et enfin, pas la couture, mais le papier, et c'est comme ça qu'il se défait tout seul. D'où l'intérêt aussi de faire une couture à 1,5 point, parce que ça s'enlève tout seul. Et donc, on peut enlever déjà toutes les pièces qui sont, qui sont entourées de couture. Et vous voyez, une fois qu'on a enlevé les petites marges de couture, eh ben, on peut beaucoup plus facilement ouvrir sa pièce. Là, je vais faire la même chose puisque au bout de E, je dois mettre la pièce D. Donc, je prends ma pièce D, je repère D et E, endroit contre endroit, et je recommence avec les épingles sur les angles et pour bien aligner. Et puis, je vais faire la même chose pour les trois sous-blocs que je vais former. Je vais faire la même chose et je vous retrouve avec mes 3 sous-blocs. Donc vous voyez, j'ai fait mes 3 grands blocs. 1, 2 et 3. Et j'ai enlevé au dos les petites marges de couture et les blocs qui étaient encerclés de 3 coutures. Et donc c'est pour ça que j'ai des petits papiers, voilà, que je mets dans ma poubelle grâce à ma petite éponge toujours. Voilà. Et du coup, comme tout à l'heure, j'ai mes 3 pièces de blocs que je peux aligner. Et la 3e. Et là, je n'ai même pas besoin de regarder les instructions. Je vois bien que c'est comme ça que ça se passe. Donc, comme je vais faire endroit contre endroit, j'ai repassé. Et en fait, les dernières coutures, on les laisse se placer on les couche ensemble. On ne fait pas les coutures ouvertes parce que comme ça rend le travail plus solide. Et donc, là, comme je vais faire endroit contre endroit, ce qui va être assez simple, c'est que à ces 2 endroits, ça va se nicher convenablement puisque d'un côté, les coutures sont vers l'intérieur et ici vers l'extérieur. Donc, comme tout à l'heure, alors là, c'est une plus grande pièce, mais comme tout à l'heure, je vais prendre les angles de mon papier. Je vais l'aligner de l'autre côté. C'est là où justement on regarde bien en dessous pour que l'épingle sorte bien à l'angle. Ici, on peut faire évidemment l'intermédiaire. Déjà, les coutures se nichent, mais sur la ligne noire à cet endroit. Et on regarde bien qu'elles sortent sur la ligne noire de l'autre côté. Pareil à l'intersection. Voilà, c'est pas mal. Et à nouveau tout au bout, sans déformer, au croisement. Voilà. Si on veut, on peut en remettre. Là, je regarde que mes épingles restent bien droites. On remet les pinces crocodiles et si on veut, on peut en mettre encore aux intermédiaires, ici par exemple, pour être sûr que c'est bien aligné. Et puis après, pas de difficulté particulière. Ce qui compte, c'est vraiment les croisements. Et on coupe le long de la ligne noire. J'enlève mes épingles, évidemment. Hop. Hop. Et là.
Pareil, point d'arrêt au début à la fin. Et là, quand on ouvre, c'est là qu'on voit que le croisement est parfait. Je fais l'autre côté et je reviens. Et voilà. Et on voit bien avec ce qui reste. Je vais enlever tous les derniers petits papiers, donner un coup de fer et je reviens vous montrer le résultat. Et voilà le résultat de mon blog du jour. J'avoue, je suis assez contente. Et en fait, vous voyez que la précision des pointes des vol-doigts, pour celles qui ont l'habitude de faire des vol-doigts en patchwork, est absolument dingue avec cette technique, avec très peu de découpes précises. C'est pour ça que c'est les vol-doigts sauvages, hein, parce que vraiment on fait ça à la sauvage et en fait elles sont très précises. En partant de ceci, avec des pièces comme ceci, on obtient ce bloc et en faisant plusieurs fois le même ou en changeant, on peut faire un plaid entier à l'aide de cette technique qui n'est pas forcément plus rapide, mais ça permet de varier. Et là, on est sur un motif de patchwork assez classique qu'on pourrait faire avec des blocs classiques. Mais pour des motifs plus figuratifs, par exemple, je vous montre celui-ci, c'est exactement la même technique avec, vous le voyez, à chaque fois des tout petits morceaux. Et ici, c'était vraiment des chutes d'un plaid que j'avais fait. Et donc, ça fait vraiment des choses très figuratives. Il y a beaucoup de créatrices différentes, y compris américaines. Mais en fait, comme je vous le disais au début, une fois que vous avez compris, vous téléchargez le Paputron, vous allez avoir les pièces comme ça et l'ordre d'assemblage. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà pour cette toute première vidéo de ma chaîne YouTube avec ce décryptage de la technique du Foundation Paper Piecing. J'espère vous retrouver prochainement ici. Vous pouvez vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura sûrement d'autres tutos. Et me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ma Florentine, et Atelier Malzerbe, où je vais commencer à faire des cours en live sur place à Paris pour décrypter les différentes techniques et vous amener à monter en compétences. Voilà, c'était le Foundation Paper Piecing. Bye bye!